La nuit, le marché Soumbédioune est lourdement impacté par le couvre-feu. Obligés de baisser pavillon, très tôt, vendeurs et pêcheurs voient leur chiffre d'affaires dégringoler. Au bord du gouffre, ils lancent un SOS dans ce reportage de Yaye Adama Diallo. Soumbédioune, un marché nocturne jadis très rythmé le soir, mais avec le couvre-feu, le marché de poissons perd son décor car dépourvu de clients. Trouvé sur sa table avec une dizaine de poissons à écailler, Yangoy revient sur le changement noté en cette période. Nous sommes fatigués et désespérés. Le marché de Soumbédioune est un marché de soir. On était là de 4 h du matin à 22 h, mais avec le couvre-feu, on ne peut rien faire. On a une contrainte de temps. Les clients ont déserté car ils ont peur de la maladie. Ils préfèrent les commandes que nous leur livrons. Confrontés à une contrainte de temps, les vendeurs et pêcheurs déplorent la mévente qui a aussi causé de pertes énormes. C'est difficile, on n'arrive plus à travailler. Nos recettes journalières ont baissé. Il nous arrivait de gagner 5 000 par jour. Mais maintenant, on n'a que 1 000 francs et on l'obtient grâce aux petites tâches, comme écailler les poissons. Et c'est avec les 1 000 francs qu'on gère notre transport et les frais de la maison. Tout le monde sait que le marché de Soumbédioune fonctionne de 18 h à 22 h. Avec le couvre-feu, on se précipite. On n'a pas le temps de vendre parce qu'on craint d'arriver tard à la maison car j'habite loin, je rencontre des difficultés pour le trajet. Fatigués, ces soutiens de famille demandent à l'État d'alléger les mesures. On demande à l'État de nous aider, surtout avec le fonds Force Covid-19. Les vendeurs aussi doivent recevoir leur part. Nous sommes impactés par le couvre-feu. On travaillait jusqu'à 22 h, mais nous sommes obligés de descendre à 20 h. Nous demandons à l'État d'aider les femmes de Soumbédioune. Contrainte de temps, clients qui désertent, perte d'investissement, les vendeurs et pêcheurs de Soumbédioune sont dans le désarroi et souhaitent retrouver leur situation d'avant. Et à Adama Diallo, Covid-19, les commerçants du marché HLM subissent les désagréments causés par la pandémie et leurs activités sont frappées de plein fouet et les clients se font rares, n'est-ce pas Ndjimendao? Marché HLM, ce lieu très prisé par la gente féminine. En cette période de crise sanitaire, les cérémonies familiales ne sont plus organisées comme avant, ce qui a impacté direct sur le commerce des tissus en gros, nous disent ces vendeurs. Nous restons là à se regarder jusqu'à l'heure de la descente. C'est difficile d'écouler nos articles car les clients viennent au compte-gouttes. Il n'y a plus de cérémonie, je peux en citer baptême ou mariage. La pandémie du Covid-19 nous a vraiment impactés. Nous avons constaté depuis un certain temps que les clients se font rares. Quasiment, nous sommes à 50% de vente, ce qui rend difficile les choses et il n'y a même pas de travail ici. La crise sanitaire est passée par là. À cette période, il nous est même difficile de trouver des articles, surtout avec cette interdiction des cérémonies. C'est un calvaire total de notre côté. Finalement, nos magasins sont devenus des lieux de rassemblement et de discussion. Nous les femmes, on avait plein de cérémonies, mariage, baptême, tout. Mais il n'y a plus de cérémonies maintenant. Il n'y a plus de yébi. Dans un autre magasin, c'est le calme plat. Les marchandages et les ventes cèdent la place aux discussions. Par l'ombre d'un client, ce que déplorent les maîtres des lieux. Les étrangers qui viennent pour acheter des tissus, en gros, on ne les voit plus. Avant la période de Covid-19, on vendait beaucoup, mais maintenant avec cette pandémie, les tissus ne marchent plus et cela crée une énorme perte chez les commerçants. C'est à cause du Covid. Ça a perturbé beaucoup de choses. Il y avait des étrangers qui venaient, mais on ne voit plus d'étrangers maintenant. Les commerçants que nous avons rencontrés ne comptent pas oublier cette année marquée par ce virus qui les a empêchés d'écouler leurs marchandises convenablement.
Une bonne politique de sécurisation du capital semencier avant d'ouvrir le marché des exportations. Des opérateurs privés et semenciers qui suggèrent ainsi à l'État du Sénégal. Ils ont d'ailleurs tenu ces propos à l'occasion de la visite du bureau exécutif à Louga. Écoutons Mamadou Sarr, leur porte-parole au micro d'Oumar Kairé. Ils sont invités par nos collègues semenciers de Louga. Ils nous avaient fait savoir qu'ils ont vraiment le besoin d'adhérer au niveau de l'Union nationale des opérateurs privés semenciers. Nous leur avons expliqué le fonctionnement de l'UNOPS, ses réalités et ce que l'UNOPS fait dans le monde rural. Ils ont bien compris le message et ils nous ont répondu favorablement qu'ils vont adhérer. Nous créons des semences de base, des semences certifiées et de bonne qualité. Avec l'État, il y a des subventions au moment de la distribution des semences. Une partie passe au niveau de l'UNOPS qui redistribue aux membres qui exercent dans la structure. La multiplication se fait au niveau des producteurs. Nous, en tant qu'opérateurs, nous aurions préféré que l'État nous concède ceci, d'acheter les semences d'abord, de sauvegarder les semences, de les mettre en lieu sûr, de bien traiter. Ensuite, les opérateurs exportateurs peuvent prendre leur part. Mais il est vraiment nécessaire que l'État puisse accorder aux opérateurs qui sont au niveau du pays de leur donner la possibilité d'acheter d'abord les semences et ensuite les exportateurs suivront. Puis parlons éducation. Dans ce journal, le CUSEMS menace de boycotter les examens du BFM et du baccalauréat en cas de non-paiement des indemnités de correction. Selon son responsable départemental, c'est l'État qui a failli à sa mission pour avoir installé cette série de mouvements d'humeur observés depuis le début de l'année 2021. Samba Diouf est leur porte-parole. Il est interrogé par Théodore Semedo. En réalité, il ne s'agit pas pour nous d'une menace, mais il s'agit de répondre à une provocation des autorités en charge de l'enseignement supérieur et de l'éducation nationale. Parce que pour nous, c'est inacceptable et irrespectueux que des agents qui devaient percevoir leur dû pour la date limite du 30 novembre restent à attendre jusqu'au 16 février. Cela témoigne tout simplement du manque de considération, de respect de ces autorités-là. Et comme il s'agit d'une évaluation, alors, en plus du plan d'action qui consiste à un boycott systématique des enseignements-apprentissages pour ces 3 jours, nous observerons jusqu'à ce qu'elles nous payent notre dû, jusqu'à ce que ces autorités-là donc nous payent notre dû, nous observerons un boycott systématique de formes d'évaluation, qu'il s'agisse de devoirs standardisés ou de compositions à venir. Tant qu'ils ne nous payent pas, le mode de boycott étant lancé, il demeure jusqu'à ce qu'ils nous payent notre argent. S'ils ne nous payent pas, je vous assure, il n'y aura pas de composition à Dakar parce que c'est nous qui concevons les épreuves, c'est nous qui les administrons et c'est nous qui les corrigeons. Nous refuserons de faire tout cela. Nous n'excluons absolument rien, y compris ne pas nous déplacer pour les épreuves du baccalauréat ou du brevet. Parce que quand même, il faudrait que l'État apprenne à respecter ces travailleurs les plus vaillants que sont les enseignants. À Birkila, les responsables et militants de PASTEF déplorent l'attitude du gouvernement dans l'affaire Ousmane Sonko Adji Sarr. Ils dénoncent une tentative de liquidation de leur leader et mettent en garde Macky Sall et son régime. Oumar Ndiaye, que je propose de suivre au micro d'Alassane Ba. Ils essayent d'éliminer le futur président de la République, à savoir le président Ousmane Sonko. Ensuite, sur le plan moral, le président Ousmane Sonko est le seul leader politique qui a réussi à mobiliser tous les patriotes afin de remplir plusieurs fois les banques de sang. Le président Ousmane Sonko est le seul leader qui a demandé aux patriotes de faire du travail leur sacerdoce en initiant les vacances agricoles patriotes. Le président Ousmane Sonko est le seul leader politique à demander aux patriotes de faire des cours de vacances pour les élèves pendant que la Covid était là. Les fossoyeurs de la paix et de la démocratie ne parlent plus de viol mais incitation à la violence. Le président Sonko n'a ni le temps ni le cœur d'inciter quelqu'un à la violence. Par conséquent, nous demandons aux chefs religieux du département de Birkelane et de tous les autres départements du Sénégal de dire à Macky Sall de cesser de persécuter les Sénégalais car
il arrivera un moment où on ne pourra plus revenir en arrière. Ce qui est visé ici, c'est 2024. C'est pour empêcher Ousmane Sonko à se présenter. Mais ça, je crois que c'est l'État qui est derrière tout ça. Mais on saura, l'avenir nous usera. L'État sera incapable, je dirais, d'empêcher Ousmane Sonko de se présenter en 2024. Mais surtout, il sera encore incapable de ternir son image. Parce que c'est ça qui est plus important. Arrêté le 8 février dernier lors des violences devant le domicile d'Ousmane Sonko, certains partisans de PASTEF ont échappé de justesse à la prison, mais ils disent avoir été victimes de violences policières. Guy Marius Sagna a profité de leur face-à-face avec la presse pour interpeller le chef de l'État sur ces traitements dégradants et inhumains. Kokandong. Certains citoyens arrêtés lors des affrontements entre les militants du PASTEF et les forces de l'ordre lundi 8 février disent avoir subi des actes de torture dans les commissariats centraux et de Dieuppeul. Ils nous ont arrêtés et sans explication. On nous avait conduits au commissariat de Dieuppeul. En cours de chemin, ils nous ont bien bastonnés. Beaucoup d'entre nous, ils ont perdu leur portable là-bas. Les policiers ont confisqué leur portable. Arrivés à la police centrale, là-bas c'était pur. Ils nous avaient demandé de nous déshabiller et on se couchait sur les carreaux avec la fraîcheur. Personne ne pouvait imaginer ça. Le secrétaire exécutif du mouvement Frappe France Dégage, Guy Marius Sagna, dénonce et parle d'une chasse à l'homme avant de mettre en garde le chef de l'État Macky Sall. Il n'a qu'à continuer à laisser sa famille, ses militants, détourner les millions et les milliards des citoyens sénégalais. On pourra se relever de ça. Mais on pourra difficilement se relever de la manipulation des sentiments religieux, ethniques et confrériques. Nous ne voulons pas de ces boules puantes, Monsieur le Président de la République Macky Sall. Nous vous invitons à la responsabilité. Guy Marius Sagna exige en outre la libération des autres militants, toujours en détention. Nous exigeons la libération de nos 19 camarades emprisonnés au Cap Manuel de Dakar. Nous exigeons la libération des Sénégalais emprisonnés à Ziguinchor. Nous exigeons la libération de Abbas Fall, qui a été arrêté hier avec notre camarade Fatima Mbeng. Le FRAPP compte déposer des lettres de protestation les jours à venir au niveau des commissariats centraux et de Dieuppeul pour manifester encore son indignation sur ce qu'il qualifie de bavure policière. Bilan du Covid-19 ces dernières 24 heures au Sénégal. 268 nouvelles infections sont dénombrées, dont 149 cas communautaires et 111 cas contacts. 6 décès sont enregistrés et 63 cas graves sont dans les services de réanimation, selon le communiqué du ministère de la Santé et de l'Action sociale. La réapparition de la maladie à Ebola en Guinée suscite beaucoup d'interrogations. Le Sénégal est fortement menacé à cause des frontières poreuses. Fort de ce constat, le syndicat autonome des médecins chirurgiens dentistes et pharmaciens du Sénégal invite le Comité national de gestion des épidémies à prendre rapidement les dispositions nécessaires pour mettre en sécurité les agents de santé. Dr Amadou Iri Kamara est le secrétaire général du SAMES. Nous l'écoutons, il est interrogé par Safiatou Cissé. Je pense que dans une quelconque partie du monde, s'il y a une maladie aussi grave, les pays aucun pays dans le monde n'est à l'abri. Et plus est le Sénégal est un voisin immédiat de la République de Guinée. Et nous avons beaucoup d'échanges avec ce pays ami. Donc le Sénégal, à l'instar de tous les pays frontaliers de la Guinée, est en tout cas pour un risque. La première précaution, je pense, cela consiste à, en tout cas, mesurer le danger à sa juste valeur. C'est-à-dire prendre les précautions dès le début, prendre en charge la question et mettre les dispositifs, en tout cas de contrôle et de prévention au niveau des endroits appropriés. Donc il faut dès le début, comme l'information a été partagée, que les mesures adaptées soient prises au plus haut niveau et qu'on n'attende pas que les choses soient réellement à notre porte pour réagir.
Voilà, très utile, voire indispensable pour éteindre un début d'incendie. L'extincteur est d'une importance capitale pour les propriétaires de voitures. Même si certains chauffeurs le négligent, la plupart préfèrent prendre des devants pour parer à toute éventualité. C'est un reportage de Dieng. Posséder un extincteur est une mesure de sécurité pour tout propriétaire de voiture. Une précaution que ne prend pas Yaham Ndiaye. Ce chauffeur de taxi estime que ça n'a pas trop d'importance. Ça n'a pas d'importance, c'est juste pour les montrer aux policiers. Je pense pas que ça puisse éteindre le feu. Ils nous le vendent juste pour prendre notre argent, mais ça ne nous sert à rien. Les départs de feu sont imprévisibles et il faut s'y préparer, souligne Ababakar Sy. L'extincteur est très important. Je prends mon exemple, j'ai une voiture à essence, je dois donc en disposer car à tout moment il peut y avoir un début de feu et ça peut m'aider. Je pourrais même aider d'autres qui en auront besoin. Selon Ndari Ndiaye, tout chauffeur doit en disposer pour sa sécurité. Il y a même des particuliers qui l'ont, donc c'est important et c'est pour tout le monde. Outil important pour faire face au feu, l'extincteur est d'une importance capitale pour les propriétaires de voitures. Pour la plupart des chauffeurs rencontrés, en disposer, c'est prendre ses précautions. La page internationale à présent, parmi les grandes lignes, sommet G5 Sahel, le Tchad envoie 1200 soldats dans la zone des 3 frontières en Éthiopie. Le silence de plus en plus assourdissant des autorités sur le Tigré et face à la multiplication des arrestations